Nous revenons pour la seconde partie, mais on continue de parler de la Tunisie, donc la présidentielle. Jean-Paul Agbo, vous avez la parole donc sur l'alliance qu'on est obligé de faire pour un second tour. Oui, je disais donc avec un score de premier tour aussi faible, même si il ne souhaite pas, pour rester dans sa posture initiale, faire des discussions avec des appareils, il est bien obligé, au moins à travers son discours, peut-être à travers le contenu de son projet, attirer les électeurs qui, jusque-là, se sont portés sur les autres candidats. Parce que l'enjeu, au-delà de ça, c'est les questions sociales. C'est d'ailleurs pour ça que les Tunisiens ont d'abord, dans un premier temps, un peu boudé ces élections. Avec 45% de taux de participation, c'est quand même assez bas. Pour une jeune démocratie, des gens qui ont fait une révolution pour avoir plus de liberté, plus de démocratie, et qui ont l'opportunité de voter et qui restent à la maison, ça veut dire qu'ils sont désabusés un peu de la situation. Et puis aussi, à cause de la situation sociale, justement, parce que les espérances n'ont pas été comblées. Et donc, c'est ce qui explique que il y a eu j'allais dire, entre guillemets, dégagisme des partis traditionnels. Donc, s'il a un discours assez porté sur tout ce qui est social, tout ce qui est développement économique, effectivement, il peut renforcer sa base électorale, dont, justement, il a besoin pour atteindre les 50%. Surtout, encore une fois, que juste au même moment, ou en tout cas à quelques jours près, il y aura des élections législatives et qu'il lui faudra compter sur des gens qui ont l'habitude de faire de la politique. Parce que si on prend l'exemple de la France, de Macron qui est arrivé un peu au dernier moment pour être élu, il a été quand même porté par une dynamique, il a été porté par un mouvement. Lui n'en a même pas, il n'a pas de mouvement qui le porte. C'est un candidat presque tout seul, comme un grand qui est venu participer à ces élections. À un moment, il lui faudra un peu structurer tout ça s'il veut gagner et emporter aussi des élections législatives pour pouvoir gouverner. Mais est-ce que ce n'est pas quand même un discours qui risque d'être contre-productif pour lui-même quand il dit « je ne ferai pas d'alliance, j'ai un projet, celui qui veut adhérer est libre de le faire ». Est-ce qu'il n'est pas en train de renvoyer les gens vers son adversaire de second tour? Oui, il y a évidemment ce risque qu'on est en train de voir. Comme il a dit, il a parlé de Macron. Il y avait Bouri Aïe aussi, aussi au Bénin. C'est vrai qu'au Bénin, en dehors de Soglo, tous les autres présidents n'avaient pas de parti politique derrière eux. Oui, justement. Donc, en fait, c'est quelque chose qui réussit ailleurs. Mais forcément, comme on le dit, entre Bon, Jean-Paul parlait tout à l'heure des 50% plus 1, c'est au deuxième tour. Au deuxième tour, quel que soit Alpha, l'un d'entre eux aura 50% plus 1. Donc la majorité. Mais maintenant, entre les deux élections, il y a les législatives. D'accord? Non, je parlais tout à l'heure du cas des gens qui viennent sans parti politique. Mais quand ils viennent aussi, il y a parfois le fait, il a dit, il ne fait pas d'alliance, mais il ouvre sa base. Ça aussi, ça peut être, disons, la transhumance, le début d'une transhumance. Donc, mais ça marche plus s'il y a un décalage entre la présidentielle où le président est installé et les législatives. Il a le temps de se créer cette base-là. Oui. Mais là, c'est entre les deux tours. Voilà. Donc, il dit qu'il n'en veut pas, mais il y aura forcément, comme je dis, certains qui vont quitter leur base ou qui étaient indécis et pour venir peut-être vers lui. Et de l'autre côté, il y a les législatives qui vont arriver, qui sont très déterminants parce que les partis traditionnels vont s'organiser rapidement pour pouvoir prendre le terrain, d'accord? Et là, il risque de devenir comme un président Kabila qui a comment l'appelle-t-on, la présidence de la République, mais n'a pas le Parlement et les autres institutions en main. Donc, c'est ce qui risque de le rattraper. Et aussi, comme on le dit, ça peut encore pousser les gens vers le détenu, que tout le monde sait qu'il est victime de rien, d'un acharnement. Donc, en fait, quand les gens vont vouloir, la population va vouloir le libérer, ils vont porter, disons, son choix sur lui. Donc, maintenant, ce serait un jeu d'acteurs. Le pouvoir qui est en place, il faut le voir dans son
dans sa logique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être choisir un moins virulent. Parmi les deux, je ne sais pas lequel. De toute façon, les deux sont anti-système. Voilà. Alors ici, il y a aussi ces législatives-là qui s'annoncent et d'art, les partis politiques vont tirer leur épingle du jeu. Donc, il est anti-système et il risque de faire avec le système après, quand le Parlement sera installé. Oui, nécessairement. Encore une fois, c'est peut-être plus facile de se présenter à des élections présidentielles en candidat indépendant. Mais après, une fois qu'on a gagné, ou en tout cas pendant qu'on souhaite gagner pour les législatives, ça c'est les partis sont dans leur élément. C'est vraiment les élections par essence pour lesquelles les partis se positionnent le mieux. Même s'il y a quelques indépendants, c'est vraiment un jeu pour les partis politiques. Et de toute façon, ces partis politiques tunisiens ont déjà annoncé les couleurs pour se positionner sur ce scrutin-là. Donc, au risque, comme Francisco l'a dit, au risque de se retrouver avec peut-être un Parlement hostile et de ne pas pouvoir mettre en œuvre tout son projet de société qui lui tient tellement à cœur et pour lequel il promet monts et merveilles aux Tunisiens, il est bien obligé de composer maintenant ou après avec les partis politiques. Parce que le jeu politique, quoi qu'on dise, c'est quand même d'abord les partis politiques. C'est dit dans pratiquement toutes les constitutions que la vie publique, la vie politique est animée par les partis politiques. Alors, un individu peut surgir et ramasser la mise, être élu, mais nécessairement, ça ne peut pas empêcher la vie publique autour des partis politiques de se développer, quitte à lui de générer une nouvelle classe politique, de nouvelles formations politiques. Mais on ne peut pas écarter toutes les formations politiques, à moins, encore une fois, de recréer une nouvelle classe politique émergente. Francisco, il a dit il y a un projet. Mais est-ce que les antisystèmes ont vraiment un projet? On a l'impression qu'ils sont contre tout. C'est ça leur projet. Non, mais les antisystèmes, c'est la faillite du système. C'est ça leur projet, finalement. Si, la faillite, c'est ce que les populations veulent, qu'ils n'ont jamais su faire. D'abord, les deux. C'est un peu des populistes. Bon, il y a le populisme, mais il y a la réalité du terrain. Quand on vient au pouvoir, on a vu ailleurs, les gens ont promis le Brexit. Et le Brexit n'est pas... Et les populations ont suivi, ce n'est pas ça. Et donc, il y a eu beaucoup de choses. En Grèce, on a vu Alexis Tsipras qui est venu avec tout ce qu'il a promis faire. Il n'a pas su. Bon, finalement, il est... Donc, voilà. Donc, le populisme, c'est ça. C'est l'échec des pouvoirs publics et à ne pas répondre aux besoins, aux aspirations du peuple. Et ici, quand nous le voyons, c'est des besoins primaires, c'est le social. Parce que celui qui fait le social, il est sorti. Celui qui est arrivé et qui est là, qui dit que je vais faire le social, il est sorti contre tous ceux-là qui sont là dans les plans des gros programmes de développement qui n'ont jamais décollé, qui ont laissé leur population, n'est-ce pas, sur leur soif. Donc, il faut du réalisme, un peu, et dans la politique. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce temps? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et, disons, planifier tout un développement et que ce développement touche pratiquement toutes les couches. Mais quand c'est quelque chose qui est, disons, resté juste dans les mains de quelques-uns, je ne vais pas aller chercher encore d'autres mots, donc ça fait révolter les populations et ça amène vers ce genre de situation où certains peuvent venir au pouvoir et ne pas pouvoir satisfaire les attentes. Ça veut dire un vote sanction n'est pas forcément un vote utile. Oui, n'est pas forcément un vote utile, mais en le faisant, on se dit que c'est utile. Et c'est parce que, en fait, si les populations avaient
avaient satisfaction dans leur majorité, avaient espoir en leur gouvernant politique qui était là depuis des années. Donc, ils n'allaient pas faire un vote sanction ou un vote qu'on a appelé utile et qui finalement, au finish, qu'on se rende compte que peut-être qu'on était plus pressé que nos ambitions et qu'il fallait. Mais donc, c'est au pouvoir public de bien planifier, ceux qui sont en place, de bien planifier les programmes, le développement et voir et que chacun sache qu'au fait, les choses évoluent, pas que les choses restent pendant que de nombreux, la grande marge de la population croupit sous la misère et qu'on voit peut-être une minorité qui ne fait que danser et grandir. Voilà. Alors, on sait qu'entre les deux, entre Kayes Sayed et Nabil Karoui, il y a moins de 3 points d'écart. Un second tour très serré. Oui, ça dépendra du jeu des alliances. Il y a un qui dit qu'il ne veut pas d'alliance. On verra bien. 3 points, ce n'est pas encore décisif. C'est rattrapable. Surtout que tous les deux ont des scores, encore une fois, très, très faibles. Je ne sais pas si dans l'histoire politique d'autres pays africains, on a des scores aussi faibles. Et avec aussi un taux de participation aussi bas. Finalement, il y a très peu de Tunisiens. Enfin, celui qui sortira, à moins qu'il y ait un sursaut au deuxième tour, celui qui sortira vainqueur de ces élections sera très faiblement élu. Il ne faut pas qu'on oublie aussi le nombre de candidats. Non, 26. Oui, 26 candidats, c'est énorme. Et c'est énorme pour se partager. Non, 26 candidats, quand vous arrivez à partir... Parce que je suis en train de faire les comptes, même les 3 premiers ne font pas 50%. Donc ça veut dire que le pays est assez divisé, les voix sont très éparpillées. Donc c'est pour ça que, encore une fois, il faut nécessairement une alliance, parce que vous seul, avec 18%, vous ne pouvez pas, même si au deuxième tour, vous avez 50 plus 1, mais avec un score avec un taux de participation très bas, votre légitimité est quand même assez faible. Dans un contexte, encore une fois, il y a la misère sociale, il y a des questions de développement, il y a des questions de chômage. Je crois que il a besoin de rassembler. Au-delà du discours, il veut rassembler autour de son projet, mais il a besoin de rassembler parce qu'il ne faut pas, encore une fois, qu'il se retrouve dans une situation où il a contre lui toute la classe politique, la vieille classe politique que les électeurs essayent de dégager. Il ne faut pas qu'il se retrouve... j'anticipe la victoire de Kayes Sayed. Puisque c'est lui qui dit qu'il n'a pas besoin d'alliance. Alors que son adversaire, lui, en réalité, c'est vrai que tous les médias parlent de candidats anti-système, aussi tout ça, nous-mêmes on a repris, mais il n'est pas aussi anti-système que ça. Parce que c'est quand même un magnat des médias, c'est un peu comme un Berlusconi. Et il est poursuivi pour blanchiment d'argent, pour fraude fiscale. C'est un ancien soutien de Ben Ali. C'est pas non plus le Tunisien moyen. Et il est à la tête d'une formation politique et il a une chaîne de télé qui a quasiment fait sa campagne et qui a fait son image. Donc, il n'est pas aussi anti-système que ça. En tout cas, pas autant que le professeur d'université qui est, il fait partie de l'élite, mais plutôt quand même un homme proche des gens, un homme proche du peuple, comme on peut le décrire à ses étudiants. Et lui, il s'est illustré par une campagne plutôt très sobre. Il a fait que du porte-à-porte. Parce qu'il n'en avait pas les moyens non plus de faire plus. Pour terminer, la différence entre les deux, 3 points, je pense que rien n'est joué. Rien. Pour quelqu'un qui est en prison, qui a seulement 3 points d'écart avec... le professeur en liberté, je crois que le professeur a beaucoup à faire. Il a beaucoup à faire encore. D'accord. Le second sujet, c'est la République démocratique du Congo. L'ex-ministre de la Santé de RDC, Oli Ilunga, a été inculpé mardi pour détournement présumé de fonds alloués à la lutte anti-Ebola sur fond de deuxième épidémie, la plus grave de l'histoire et de rivalité avec le président Félix Tshisekedi.
Le docteur Oli Ilunga, 59 ans, a été placé en résidence surveillée à Kinshasa après une journée d'audition au parquet. C'est ce qu'a précisé son avocat, maître Guy Kabeya, ajoutant que l'instruction du fond du dossier continue. Monsieur Ilunga, médecin en Belgique, avant d'être ministre, a été interpellé samedi par la police, accusé de vouloir gagner l'étranger. Il était sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire. Et il faut rappeler que ces ennuis judiciaires interviennent quand même 2 mois après sa démission fracassante du gouvernement. C'était le 22 juillet, en exprimant son désaccord profond avec le président Tshisekedi. Tshisekedi est maintenant vraiment dans la peau d'un président. Parce qu'on suppose qu'il y a sa main derrière aussi. Hein. Oui, mais il était où quand le docteur était au front, avec cette histoire d'épidémie d'Ebola, dont je ne sais pas, depuis qu'on connaît la RDC, ça a été toujours des cas de foyer d'épidémie d'Ebola. Et ça a été la plus grave. Oui. Et ce docteur a ses mérites sur le terrain, qu'on le veuille ou pas. Et il a beaucoup travaillé. Et jusqu'à ce que... On a même trouvé des vaccins sur au plan local pour pouvoir venir à bout de cette épidémie qui continue. Moi, je pense qu'on aurait pu... laisser au moins cette vision d'épidémie d'Ebola aller jusqu'à la fin, parce que c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup de moyens. Il a détourné quel argent? Il n'a pas construit le caveau de Etienne Tshisekedi et il n'est pas, il n'a pas géré la caisse de péréquation, de garantie du pétrole, mais c'est quelqu'un qui était au front à qui on a débloqué des moyens pour lutter contre un mal, et il est arrivé à un niveau donné. Je pense qu'on aurait pu le permettre de faire un bilan, une évaluation, et pour voir on en est, qu'est-ce qu'on a fait effectivement avec les fonds qu'on dit qu'il a détournés. Ce n'est pas parce que il est en porte-à-faux avec le président actuel que lui aussi va se montrer que je suis un petit dictateur quelque part. Ce n'est pas là-bas qu'on le veut. On le veut vraiment sur tout le champ de la corruption. Mais il faut que les choses soient traitées pas comme des règlements de compte personnel, comme on est en train de le voir. Voilà. Oui, justement, parce que, Jean-Paul, dans cette affaire, on n'est pas trop loin de penser au règlement de compte. Oui, on est en politique et il y a très peu de hasard. Les amis de Tshisekedi eux-mêmes sont empêtrés dans des scandales financiers, y compris son directeur de cabinet. Et c'est des gens plutôt proches de Kabila, notamment la NR, l'inspection générale des finances, qui ont diligenté ces enquêtes-là. Donc, la proximité des deux procédures pose nécessairement des questions et les gens ont raison de s'interroger sur le fait que ce qui est reproché au docteur Ilunga est avéré. Donc, bon, la suite nous dira, la poursuite Est-ce que c'est une façon de Tshisekedi et de son entourage de passer un message aux proches de Kabila en disant ce sera coup pour coup, répond du berger à la bergère, si vous nous poursuivez, si vous faites des inspections, nous aussi on est en mesure de poursuivre vos anciens amis, vos anciens cadres et tout ça. On peut le penser, on est encore une fois sur le terrain politique et tout le monde sait cette rivalité au sommet de l'État entre l'ancien président et le président actuel. Donc peut-être que le pauvre médecin, encore une fois, nous on n'a pas accès au dossier, on ne sait pas si c'est établi ou pas. Peut-être que ce n'est qu'une victime collatérale de la guerre qui se joue un peu plus haut. Ouais. Alors ici, on sait que le président Tshisekedi et le docteur Ilunga ont tous les deux fait l'UDPS, l'opposition, et l'UDPS à l'époque n'avait pas digéré son entrée au gouvernement Kabila. Et d'ailleurs, quand le papa Étienne était tombé malade, c'est lui qui a supervisé l'évacuation. Il y a un entremêlement de je sais pas, de suspicion, de crise politique et tout cela dans cette affaire. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit, que ça ressemble
à un règlement de compte quelque part. Et bien sûr, il était rentré au gouvernement au moment où, comment l'appelle-t-on, l'UDPS ne voulait pas, mais il est rentré. Et bien, je dis, quand moi je vois, parce que lorsqu'on parle de l'Ebola, les victimes que Ebola a eu à faire, et par rapport à celui qui est ministre, par exemple, des Finances, qui ne s'approchera jamais de la zone d'Ebola et autres. Et je dis que il a mené, c'est une lutte acharnée qu'ils ont menée pendant ce temps sur le terrain. Mais si on dit qu'il y a eu des financements, l'argent qui est sorti, mais qui a été détourné, je me dis il faut qu'ils s'asseyent. Parce que quand suivant cet événement, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été effectuées sur le terrain au plan local. Ce que je disais, qu'il y a eu des vaccins qui ont été, disons, élaborés à partir de la RDC. C'est des choses qui coûtent énormément d'argent. Je ne dis pas que le docteur n'est pas, c'est-à-dire exempt de tout reproche. Mais c'est qu'il faut quand même, moi je dis, si quelqu'un a eu à mettre la main, c'est-à-dire que sur l'argent de l'État, il faut qu'on le discipline. Mais pas faire des règlements de compte, ou bien pas parce que telle personne avait fait quelque chose. Peut-être on lui reproche d'avoir mal, disons, négocié l'évacuation sanitaire de son papa, qui lui a coûté d'ailleurs la vie. Il avait 81 ans, donc c'était plus un enfant non plus. Oui, effectivement. Mais on avait déploré également en ce temps, lorsque le gouvernement de la RDC n'a pas su prendre les décisions rapidement pour l'évacuation de cet opposant historique à qui on a dressé. C'est-à-dire finalement c'est l'État qui a organisé des funérailles avec combien de milliards que nous avons, tout le monde entier a regardé, alors que la misère continue de sévir en RDC. Donc il ne faut pas que les gens prennent l'État pour se rendre les comptes, pour nuire à d'autres. Il faut que ça soit vraiment des dossiers bien fondés, bien fournis, et qu'on va applaudir Félix Tshisekedi si demain on nous dit que son directeur de cabinet, tout ce qui a été cité dans les milliards de 15 milliards de dollars, 15 millions de dollars. De dollars, qu'on puisse faire déjà la lumière sur ça. Ce qui est simple, on l'avait dit, c'est des trucs traçables, c'est des opérations traçables. Vous avez vidé de l'argent d'un compte pour amener à un autre, avec des retraits en petits morceaux. Et il doit avoir la traçabilité bancaire, on doit pouvoir retrouver ça, c'est plus facile même que d'aller chercher ce qui est dans l'Ebola. Alors ce qu'on reproche en tout cas au ministre, c'est d'avoir détourné 4,3 millions de dollars destinés à la lutte contre Ebola. Lui, il dit qu'il n'a reçu en fait que 2,4 millions de dollars et ses avocats disent que les pièces comptables sont là. Oui. Ben, il appartiendra à la procédure de l'établir, d'infirmer les soupçons ou de confirmer. Pour l'instant, il est présumé innocent, pour reprendre le principe, un principe juridique. Et l'avenir nous dira, là, en tout cas l'avenir de son dossier. Il faut aussi préciser que pour l'accusation, on a anticipé ou on a précipité plutôt la procédure parce qu'il se préparerait à prendre la fuite. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Encore une fois, on n'en sait rien puisque nous, on n'a pas accès au dossier. Et derrière tout ça, encore une fois, il y a un parfum de règlement de compte. Et puis, vous avez fait cas de nombreux vaccins qu'on a essayé là-bas, qu'on a essayé d'introduire. Il faut aussi se rappeler qui s'est opposé à l'introduction des vaccins. Est-ce que c'est le lobby des vaccins qui lui font payer justement des pertes accusées à l'époque par son refus de l'introduction de ce vaccin? Il y a aussi ces questions à se poser. Mais l'idée que, parce qu'il s'est rapproché de Kabila et on lui ferait payer ça, ce serait quand même
incongru, puisque ceux qui l'accuseraient de ça aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils sont dans l'exécutif, et il a fallu bien que eux ils se rapprochent de Kabila, qu'ils discutent et qu'ils signent un accord de gouvernement pour se trouver là où ils sont. Donc pourquoi accuser quelqu'un peut-être qui a eu l'intelligence, ou en tout cas qui a eu la même lecture, mais simplement avant eux, en participant à un gouvernement de Kabila. Mais encore une fois, laissons la justice aller au bout, et puis on en débattra à ce moment-là. C'est ce que dit le chef de l'État. Il dit que le dossier du docteur Ilunga se trouve entre les mains de la justice. L'État de droit est en train de se mettre en place et je ne veux pas me mêler de ce qui n'est pas de mon ressort. C'est ce qu'il a dit en Belgique. C'est un discours du chef de l'État. C'est un comédien russe. On dit les gros morceaux sont à côté de vous, et puis vous êtes là à parler de l'État de droit. Depuis que le jeune Tshisekedi est arrivé, il y a beaucoup de dossiers qu'on ressort, des papiers qu'on disait même que peut-être c'est un montage du clan Kabila pour des choses. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en RDC. Aujourd'hui il y a la guerre qui continue, des flancs du pays qui sont occupés par des rebelles. La zone d'Ebola, lui-même, qui n'a même pas voté pour lui, qui n'a pas pu voter. Il n'a même pas encore rendu visite là. C'est là où on veut voir vraiment l'efficacité du chef de l'État. Il est pour l'instant à Bruxelles en train de passer les vacances. Bon, il travaille, il veut ramener les investisseurs bruxellois vers la RDC. Il y a les fortunes en RDC, il faut commencer par là. La pause, après le journal, on est ensemble à nouveau.